Manon Ombry, le 10 mai 1980, c'est simple, vous n'étiez pas né puisque vous avez à peine plus de 30 ans. Est-ce que ça représente quand même quelque chose pour vous? Alors c'est la nostalgie entre vieux camarades? Non, ça représente quelque chose. Déjà, c'est l'histoire que m'en a raconté mes parents. À la fois en 80 et à la fois en 88, j'étais pas née non plus. Vous êtes né en 89. Et en 80, vous êtes né sous Mitterrand quand même. Je suis née sous Mitterrand. Et en 80, je crois que c'est un espoir qui s'est levé quand même. Un espoir et l'héritage de François Mitterrand, c'est la semaine de 39 heures, c'est la 5e semaine de congés payés, c'est les nationalisations, c'est l'impôt de solidarité sur la fortune. D'ailleurs, un héritage qui a été en partie dilapidé par la suite par la gauche. On va y revenir, c'est l'héritage de 1981, c'est peut-être pas l'héritage des années qui ont suivi. Non. Mais vous disiez que c'était quelque chose qui avait ému vos parents, ils vous racontaient cela, vos parents étaient militants, ils étaient journalistes, enfin je sais que votre mère était journaliste, pas forcément militant, on n'est pas forcément de gauche quand on est journaliste, mais... Mais il y en a de gauche et tant mieux. Non, je viens d'une famille à gauche qui n'était pas spécifiquement militante, en tout cas à l'époque, mais qui a vu ça comme une forme d'espoir qui s'est matérialisée à cette époque-là, qui s'est levée, qui a peut-être été après anéantie, y compris pour mes parents, qui ont participé à cette vague d'espoir. Et je crois qu'il y a aussi des enseignements à tirer, y compris des difficultés. Du pouvoir de ce qu'est la gauche. Alors d'abord, on l'a caricaturé, on a dit en 81, quand on regarde dans les livres d'histoire, les chars rouges vont débarquer à Paris. Bon, si on fait le parallèle maintenant, on dit un peu la même chose de Jean-Luc Mélenchon, on verra, tout le temps du Venezuela, etc. Quelqu'un qui parle des chars russes, je crois, parmi les gens que vous avez interrogés, il y a un petit peu quelque chose qui rappelle cela. Il y a cette petite musique, évidemment, certains disent que ce sont des clichés. Notre amie Régine, qu'on va entendre, parle d'une espèce d'ironie. Mais à tous les Français que je vous ai présentés tout à l'heure, je leur ai bien sûr parlé du 10 mai 1980. Quels souvenirs en ont-ils? Que dit cette gauche de l'époque par rapport à la gauche d'aujourd'hui? Autant de questions que je leur ai posées. Certains n'étaient pas nés, comme vous, comme moi. D'autres s'en souviennent et étaient même en train d'accoucher. C'est le cas de Régine. Leur 10 mai 81, ça donne ça. Je viens d'accoucher de mon fils qui a eu 40 ans hier. J'ai appelé Génération Mitterrand pendant toute son enfance. Ça a été un homme politique, certes. Un grand homme, certainement pas. Non, je crois pas. Je n'ai pas souvenir de faits marquants, en tout cas bénéfiques, de François Mitterrand. Ah non, quand même. Enfin, je trouve que c'est une date très importante. Enfin, l'élection de François Mitterrand, ça montre que à ce moment-là, à la Ve République, on vote pas pour une personnalité, mais pour un programme. Donc, c'était sa stratégie de faire un programme commun avec des communistes pour ensuite porter la gauche dans son ensemble. Il faut que la gauche progresse, qu'elle ne reste pas dans ce passé, au final, qu'elle ne soit pas figée. Il faut avancer, rendre hommage à ces figures de gauche, c'est certain. C'était marquant, c'est important pour notre histoire, mais il me semble qu'on a d'autres chats à fouetter en ces temps de crise générale, économique, sanitaire. Enfin, ça me semble un peu hors de propos, mais oui, faisons un hors-série express ou le point sur Mitterrand, mais une commémoration, ça me semble excessif. Le souvenir que j'ai, c'est peut-être une espèce d'ironie. Une ironie sur tous les gens de droite, un peu friqués, qui se sont dit « Oh là 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 là, terrible, on va leur planquer notre fric ». Et puis quand on les revoyait, 7 ans après, qui disaient « Ça s'est jamais aussi bien passé que sous Mitterrand. J'ai jamais fait autant de bénéfices que sous Mitterrand. » J'ai jamais fait autant de bénéfices que sous Mitterrand, nous raconte Régine. Ça fait écho à ce que vous disiez sur cette fameuse image des chars russes qui seraient aux portes de la France. François Mitterrand... C'était une caricature, je ne reprends pas mon compte pour préciser. Évidemment, c'est une caricature, mais François Mitterrand lui-même disait « Je ne suis pas né à gauche, encore moins socialiste ». Il l'a écrit dans ses mémoires. Quand on entend tous ces témoignages, est-ce que vous diriez que François Mitterrand était vraiment socialiste? En tout cas, il correspond à l'idée que je me fais du socialisme, oui, et ce qu'il a défendu et qu'il a porté dans les années 80, c'était quand même, à l'époque, porter la question des inégalités sociales et du social, et surtout des droits des travailleurs, mais parce que derrière, il y a une forte mobilisation sociale. Je me rappelle d'où ça vient, qu'il y a une forte mobilisation des syndicats, qu'il y a une forte mobilisation à une époque où le Parti communiste était encore fort, puissant en France, et tout ça est le résultat d'une mobilisation sociale. C'est-à-dire que moi, ce que je retiens juste, c'est que c'est la force aussi du nombre qui peut faire la différence et qui crée aussi ses propositions et ses revendications. On comprend les échos par rapport à la situation présente, mais là vous dites, encore une fois, vous évoquez les mesures de 1981, mais en 83 il y a eu le tournant de la rigueur, et est-ce qu'on passe
d'une gauche, on va dire, de protestation, qui en 83 est devenue une gauche de gouvernement réaliste. C'est ça l'histoire du premier septennat de François Mitterrand. C'est une histoire qui se répétera si à nouveau quelqu'un de gauche revient au pouvoir, et même si ce quelqu'un de gauche pourrait s'appeler Jean-Luc Mélenchon. Alors justement, c'est intéressant que vous parliez du tournant de 1983, parce que je pense qu'il y a des enseignements à tirer. Notamment en 1983, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu des attaques sur le franc, par exemple, comme un outil par les forces dominantes de l'argent qui s'en servaient pour menacer les progrès sociaux. Parce que oui, je ne vais pas vous le cacher, demain, si la gauche arrive au pouvoir, oui, elle va rebattre un certain nombre de cartes économiques. Mais on a tiré... C'est la gauche ou Jean-Luc Mélenchon ? Pour moi, la gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, le programme commun a beaucoup à voir avec l'avenir en commun. Il n'y a pas qu'un mot qui leur est commun, justement. Et moi, en tant que députée européenne, y compris dans notre exercice de notre travail au niveau européen, on a beaucoup appris sur comment on dépasse certains des blocages qui sont posés à l'heure actuelle au niveau européen, en particulier sur les politiques économiques. Vous parlez de programme commun en 81. On se rappelle qu'il avait été rompu, le programme commun. Il y avait plein de candidats de gauche en 81, ce qui n'avait pas empêché la victoire de François Mitterrand, même si tout le monde s'était retrouvé entre les deux tours. On va passer à l'autre actualité du jour. C'est une nouvelle tribune de militaires parue dans Valeurs Actuelles. On peut y lire ceci, pas seulement, mais on peut y lire ceci quand même. Oui, si une guerre civile éclate, l'armée maintiendra l'ordre sur son propre sol. La guerre civile couve en France, et vous le savez parfaitement. Quand ils disent ça, ils ne sont pas pour l'intervention de l'armée, mais ils défendent la précédente tribune des généraux en retraite. On les accusait de faire appel à l'insurrection quand ils évoquaient l'intervention de l'armée. Ils disent non, si jamais il y a une guerre civile, le gouvernement demandera à l'armée d'intervenir. Voilà le sens de ces mots. Mais comment vous réagissez à cette tribune ? Est-ce que vous la prenez plus au sérieux que la précédente ? Parce que là, du coup, elle émane de militaires d'actifs et plus de généraux en retraite. Pour être honnête, je la prends tout aussi au sérieux. Je pense que la République vacille quand des militaires qui sont censés être les représentants de l'ordre, qui sont censés incarner la neutralité et surtout l'intérêt de la France et du peuple français, remettent de cette manière-là et instiguent un parfum de guerre civile dans un climat de tension important. Mais j'oublie pas non plus qu'il y a une forme d'instrumentalisation politique. Je jette pas tous les militaires dans ce même pot. Je pense pas que l'ensemble des militaires, d'ailleurs, soutiennent cette tribune. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut de la fermeté de la part du gouvernement. Et j'appelle le gouvernement à réagir plus fermement et plus rapidement que ce qu'ils ont fait pour la première tribune. Il dénonce là, en fin d'après-midi, une manipulation politique. Mais là, est-ce que vous lui demandez au gouvernement et à l'administration de l'armée, c'est des signataires anonymes, de faire des enquêtes pour savoir qui a signé, d'avoir des conséquences qui, je pense, est assez problématique quand vous êtes à la tête de l'armée, parce que ça va s'apparenter à une chasse aux sorcières dans les services, mais il faut assumer cela. Sauf que quand vous êtes un militaire, vous incarnez la neutralité. Vous êtes, et c'est inscrit y compris dans votre mission en tant que militaire, vous devez défendre l'intérêt du peuple français. Alors oui, le fait qu'il y ait une minorité de militaires qui, avec des propos racistes et factieux, parce qu'il faut mettre des mots sur ce qu'il se passe, il faut lire la tribune quand même dans son intégralité. Les musulmans seraient responsables d'à peu près tout en France. Comment ça ? Pardon ? Comment, en tant que militaire, vous pouvez oser tenir ce genre de propos ? Alors oui, je le dis très clairement, il faut des sanctions exemplaires à l'égard de ces militaires. Et puis, il ne faut pas oublier l'opération politique qu'il y a derrière, puisque derrière, en tout cas, la première tribune, la deuxième, ils sont lâches, ils sont anonymes. Il y avait un certain nombre de responsables ou d'anciens responsables politiques de l'extrême droite et de Marine Le Pen. Et donc, il ne faut pas laisser un pouce à cette extrême droite qui montre de nouveau qu'elle n'est pas du côté de l'ordre, mais du désordre. Cette tribune-là, qui sont instrumentalisées politiquement en tout cas, par Marine Le Pen ? Je ne sais pas si c'est instrumentalisé. En tout cas, c'est une opération politique, puisque un certain nombre d'entre eux avaient des responsabilités politiques au Rassemblement national. Et oui, c'est une opération de déstabilisation de l'extrême droite. Et il faut la traiter comme telle. Pour ceux qui avaient des responsabilités, on parle des signataires de la première tribune. La deuxième est anonyme. Par définition. Néanmoins... Ce qui prouve un certain niveau de lâcheté quand même. Alors, c'est pas ce qu'ils disent. Eux, ils disent qu'ils ont le courage de parler, mais qu'ils ont un droit de réserve et qu'ils sont là pour alerter. C'est des lanceurs d'alerte dans leur esprit. Le droit de réserve. Vous magnifiez ou vous tressez des louanges aux lanceurs d'alerte. Eux,
ils se vivent comme des lanceurs d'alerte. Attendez, là, il ne faut pas tout confondre. Un lanceur d'alerte, ça va être quelqu'un qui va alerter, par exemple, sur un scandale d'évasion fiscale, une entreprise qui ne paye pas sa juste part d'impôt. Là, on parle d'hommes militaires armés qui mettent en danger la République. Alors, c'est pas excusez-moi, ils mettent pas en danger. Eux, ils disent la situation. Avec des gens qui, par exemple, eux, ils se vivent en comme question ça. Des entreprises qui ne payent pas leurs impôts et c'est inscrit dans le droit qu'il faut qu'elles payent leurs impôts. Ils disent la France va vers la guerre civile. Non, mais on veut pas que ça se produise. C'est eux qui instiguent la guerre civile. C'est eux qui instiguent la guerre civile. Non, désolée d'être assez ferme, parce qu'on ne parle pas juste de gens qui alertent sur ce qu'il se passe en France. On parle d'hommes armés, puisque les militaires sont armés, qui sont racistes, qui sont factieux, qui accusent et pointent du doigt les musulmans et qui menacent de guerre civile. C'est pas juste des militaires qui menacent pas de guerre civile. Ils disent qu'il y a des risques de guerre civile et s'il y a une guerre civile, l'armée interviendra. Voilà ce qu'ils disent et le gouvernement leur demandera d'intervenir. La première tribune, excusez-moi les termes, c'était nos collègues d'actifs devraient intervenir. La première tribune, vous avez raison. La deuxième soutient la première. Elle essaye d'expliciter cet appel à la guerre civile de la première. Mais elle ne s'inscrit pas en faux, vous êtes d'accord avec moi. Non, elle prolonge et elle explique, absolument. Et donc, elle s'inscrit, à mon sens, dans le même danger pour la République, d'où la nécessité d'avoir une réaction ferme de la part du gouvernement. Et là, c'est au nom de la République, par-delà nos clivages politiques. Dans les faits du jour, on l'a vu, hein, les suspects de l'assassinat du policier Éric Masson ont été interpellés. On a vu qu'ils étaient assez jeunes. Demain, il y aura un hommage national. Ce soir, Gérald Darmanin et Jean Castex reçoivent les syndicats de policiers. Il y a une émotion dans le pays que vous partagez évidemment. Mais est-ce que la présidentielle va se jouer sur les questions de sécurité ? Bon, d'abord, il y a une émotion vive et elle est tout à fait justifiée. Il faut partager la douleur d'un homme parce qu'il faisait son métier, a été tué dans l'exercice de ses fonctions. Et évidemment, je m'associe à l'hommage national. On a vu que c'était des jeunes gens, 19, 20 ans. Ce qu'a dit le procureur, sans donner plus de détails. Ça change quelque chose, ça soit des jeunes gens qui tiraient plus que des gens de 25-30 ans. On entend un peu ce discours-là. Est-ce que ça change quelque chose ? Honnêtement, je trouve, dans tous les cas, c'est terrible. Vous avez des gens qui s'en prennent à d'autres gens en uniforme. Et je rappelle d'ailleurs, parce que il y a souvent, on dit il faut qu'ils soient punis de manière exemplaire par la justice. Je rappelle que quand même, en justice, c'est une circonstance aggravante de s'en prendre à des forces de l'ordre. Donc, normalement, si leur culpabilité est avérée, ils risquent la perpétuité. Vous ne nous avez pas répondu sur la présidentielle. Est-ce qu'elle va se jouer, selon vous, sur des questions de sécurité ? Alors, la question de la sécurité est un thème important auquel il faut prendre en compte. Et moi, je pense à l'insécurité au sens large. Je pense aussi à cette femme, 31 ans, qui a été morte brûlée. C'est le 39e féminicide. Et l'insécurité, c'est aussi l'insécurité de ces femmes quand elles sortent près de Bordeaux, à Mérignac, près de Bordeaux, et par un homme contre lequel elle avait à plusieurs reprises porté plainte. Et donc, il y a eu des défauts. À la suite de ces signalements, cet homme n'a pas été arrêté. Et ça, du côté de la France insoumise, on ne vous accuse jamais d'être en défaut pour condamner les féminicides. En revanche, certaines voix vous accusent d'être plutôt laxiste. Les gens de droite ou un électorat, mais qui est susceptible de voter pour vous. À un moment, vous devez... Non, mais vous courez dans cette instrumentalisation en relayant leur dire non, je dis, la France insoumise serait responsable de l'insécurité en France. C'est pas absolument pas ce que j'ai dit. Mais vous vous présentez dans des électeurs qui vont vous dire, bon, les insoumis, on les soutient peut-être pour leurs mesures sociales, mais sur la sécurité, on n'entend pas vraiment un discours et on aimerait les entendre plus là-dessus. Vous voulez qu'on parle de sécurité ? Il n'y a pas de problème. Je suis là. Nous faisons des propositions pour refonder la police républicaine. Qui s'est battu pour faire payer, par exemple, les heures supplémentaires aux policiers ? C'est la France insoumise. Qui se bat pour établir une police de proximité ? C'est la France insoumise. Qui se bat aussi pour rénover les commissariats, donner davantage de moyens aux renseignements ? C'est la France insoumise. Donc je pense que nous n'avons pas fait défaut sur les questions de sécurité. Maintenant, pour finir de répondre à votre question, monsieur, sur les thèmes de cette campagne présidentielle, je pense qu'il y a une insécurité aussi en France qui est très forte, qui est une insécurité sociale. C'est 10 millions de personnes qui sont dans la pauvreté et ce million qui a versé dans la pauvreté en plus par rapport à l'année dernière. Ces jeunes qui sont en galère et qu'on a largement abandonné et que le gouvernement a refusé pas plus tard que la semaine dernière de leur accorder. Ça, on joue sur les mots toujours à gauche. Quand on parle d'insécurité, vous répondez toujours l'insécurité sociale. Je vous ai pas fait des propositions sur la sécurité ? Mais on parle de précarité. On ne parle pas d'insécurité. C'est une façon de jouer sur les mots en toujours renvoyant les personnes qui vous questionnent sur un autre domaine. Non, je suis désolée, sur la question de la sécurité, je vous ai fait un certain nombre de propositions. Et j'espère qu'elles sont crédibles et que vous les traiterez de manière tout aussi crédible que celle du Rassemblement national. Sinon, vous avez évoqué la précarité sociale.
Et la précarité sociale qui est une forme d'insécurité quand vous ne savez pas comment, à la fin du mois, vous allez vous nourrir, quand il y a des centaines de milliers d'entreprises qui sont en risque de cessation de paiement parce qu'elles ne peuvent pas rembourser leurs prêts garantis par l'État. Alors j'espère que le gouvernement pourra autant s'attaquer à cette insécurité sociale quand je vois à quel point il laisse prospérer le niveau d'inégalité dans ce pays. Et il y a une autre insécurité, Adrien, c'est l'insécurité climatique, si on va par là aussi. Absolument. Et vous savez qu'Emmanuel Macron avait repris à son compte une des propositions de la CCC, la fameuse Convention citoyenne sur le climat, celle d'un référendum visant à inscrire la lutte contre le changement climatique dans la Constitution. Sauf qu'il y a une petite musique qu'on entend ces derniers jours, selon laquelle ce référendum ne verrait peut-être pas le jour. J'en ai parlé à Diane, c'est notre lycéenne de Neuilly. Quels sont, selon elle, les rapports entre Emmanuel Macron et le climat? C'est la question que je lui ai posée. Elle a 17 ans. 17 ans, c'est quand même la génération Greta Thunberg, c'est tous ces jeunes qui embrassent vraiment la cause climatique. Et pour elle, eh bien, figurez-vous qu'Emmanuel Macron fait le job. Elle est assez fière sur le plan climatique de notre président. Elle m'a dit ça. Déjà, je pense qu'on ne peut pas vraiment dire que Macron a été le président le moins investi dans la cause du climat. Il a pris des décisions dans son quinquennat qui ont marqué quand même le fait qu'aujourd'hui, la transition écologique, c'est primordial. Le fait qu'il y ait des centrales à charbon qui ont été fermées, l'abandon du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes et le fait de même avoir mis en place cette convention citoyenne pour le climat, ça montre, même si le référendum est abandonné, qu'aujourd'hui, le climat, ça a été important dans la politique d'Emmanuel Macron. Alors, quand on entend Diane, 17 ans, nous dire ça, vous lui dites quoi? Qu'elle a tort de dire que Macron fait mieux que tous les précédents présidents avant lui? Que j'aimerais être aussi optimiste qu'elle, mais je pense à notre génération qui va souffrir directement les effets du changement climatique. Pour donner une idée à Diane, dans le cadre de la trajectoire actuelle dans laquelle nous sommes en réchauffement plus 3 degrés d'ici 2030. Au moins plus 3 degrés. Plus 3 degrés, c'est des vagues de chaleur. C'est des agriculteurs qui subissent des dérèglements climatiques. C'est des gens qui doivent quitter leur territoire. Et donc, on subit directement déjà les effets du changement climatique. Et sur la Convention citoyenne sur le climat, pour moi, c'est juste une suite de renoncements. Il faut être précis sur ce dont on parle. C'est 150 propositions. Il y en a 15 au final qui ont été retenues. C'est 10% exactement. Il a abandonné la plupart des mesures. Et on se souvient... il a changé, on va dire, les objectifs, les seuils, en reprenant la philosophie, mais en changeant les objectifs ou les seuils. Il y a une des mesures qu'il semblait vouloir reprendre, c'est ce référendum pour inscrire la lutte contre le réchauffement climatique dans la Constitution. Finalement, ça va peut-être abandonner ce référendum parce que les sénateurs à majorité de droite n'ont pas voté un texte qui a les mêmes mots que le texte voté à l'Assemblée. Et dans ce cas-là, on ne peut pas passer par référendum. Là, vous tombez dans le panneau parce que c'était une opération... Non, mais c'est dans le panneau d'Emmanuel Macron. C'est de la faute d'Emmanuel Macron s'il n'y a pas de référendum. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il ne savait pas dès le début que la droite le refuserait, comme ça il ferait porter le chapeau à la droite. En attendant, je peux vous citer la longue liste des propositions qui ont été abandonnées par Emmanuel Macron. C'est la suppression des lignes aériennes de moins de 4 heures. Mais celle d'aujourd'hui, éventuelle, c'est l'abandon de ce référendum. Vous, de toute manière, vous auriez voté non à ce référendum. Jean-Luc Mélenchon l'a dit, il ne serait pas dupe de cette manipulation politique. Donc quelque part, vous dénonciez cette manipulation politique. Donc quelque part, vous êtes content qu'il n'y ait pas le référendum. Mais parce que nous, on est des écologistes conséquents. Et ce qu'on propose, c'est ni plus ni moins que les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Si vous me permettez, mais là, citer ne serait-ce que quelques-unes, parce que c'est celles qui vont véritablement changer les choses. Le sujet du jour, c'est que ce référendum qui était prévu, qui est important, parce que les Français, ils n'ont pas voté un référendum depuis 2005. Donc ça faisait qui n'a pas été respecté, ceci étant dit. Non, mais ça faisait 16 ans qu'on n'avait pas voté un référendum. On se dit, tiens, enfin, je vais pouvoir donner mon avis. Eh ben, je vais pas pouvoir donner mon avis sur le climat. Et vous disiez, ça, Emmanuel Macron, il veut manipuler l'opinion. Finalement, il n'y arrive pas. Vous pensez pas qu'on avait des raisons d'être sceptique quand il fait une convention citoyenne pour le climat et que sur les 150 mesures, il n'en retient que 15? Vous ne pensez pas qu'on avait des raisons d'être sceptique quand la dernière fois que le peuple français s'est prononcé sur un référendum, son choix n'a pas été respecté? Alors oui, Macron, je le dis amicalement, vous tombez dans le panneau, puisque aujourd'hui, l'enjeu, si on veut prendre à bras-le-corps la catastrophe climatique, c'est changer nos modes de production et nos modes de consommation. C'est la rénovation thermique des logements, c'est des alternatives en train, c'est des taux de TVA plus bas pour les produits de proximité. Ça a été voté à l'Assemblée. Ces propositions ont été balayées d'un revers de la main par Emmanuel Macron. Et vous aurez l'occasion de la Convention citoyenne. Vous aurez l'occasion de les évoquer lors de l'élection présidentielle de 2022. L'une des actualités de ce week-end sur cette question-là, c'est les communistes qui ont voté, du coup, pas par un référendum, mais par un vote des militants pour qu'il y ait un candidat
du Parti communiste à l'élection présidentielle. Et ce candidat, ça sera leur patron, Fabien Roussel. Est-ce que vous regrettez que les communistes présentent un candidat contre Jean-Luc Mélenchon, ou en tout cas à côté de Jean-Luc Mélenchon, ou en plus de Jean-Luc Mélenchon? Bien sûr, ça m'attriste. Les 2 dernières campagnes présidentielles auxquelles moi, je n'avais pas participé directement, j'avais vu ça de loin en tant que citoyenne. Les communistes étaient rassemblés avec les Insoumis, et je crois que la progression dans les scores était plutôt de bon augure sur le produit de cette alliance, d'une part, et puis d'autre part, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de divergence irrémédiable entre les communistes et les Insoumis. Donc moi, je continue à tendre la main à tous. Roussel dit que lui, il est très social, peut-être plus dans les luttes sociales que Jean-Luc Mélenchon. Vous me reprochiez juste avant de parler trop de social, donc il faut savoir. Je dis ce que Fabien Roussel évoque, c'est pas moi. Je comprends que Fabien Roussel ait envie de faire vivre l'étiquette communiste, mais je crois que l'enjeu social, justement, mérite plus qu'une bataille d'étiquettes. Et j'espère, et je perds pas espoir, honnêtement, et je tends vraiment la main à tous nos collègues et camarades avec qui... Vraiment, on est ensemble dans les mobilisations sociales, ensemble en manif. Moi, je co-préside le groupe de la gauche au Parlement européen dans lequel siègent les communistes. Donc, on a mené tellement de batailles ensemble. J'espère qu'on va pouvoir savoir se retrouver pour essayer de faire gagner justement ces idées qui ont besoin d'être représentées. Ce serait le premier noyau d'union de la gauche, au moins l'union entre Jean-Luc Mélenchon et les communistes. Qu'est-ce que ça peut aller au-delà? Pour François Hollande, Jean-Luc Mélenchon, c'est un problème pour l'union de la gauche. On écoute l'ancien président de la République. Le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il n'est pas dans une démarche d'union et qu'il ne le sera pas. Et le problème de Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il est sur un projet qui ne peut pas être celui d'un candidat crédible qui peut devenir président de la République. Et c'est pour ça qu'il n'y est pas parvenu en 2017 et qu'il n'y parviendra pas en 2022. Ce n'est pas un problème personnel. Alors, il n'est pas crédible, il n'arrive pas à faire l'union. Qu'est-ce que vous répondez à François Hollande? Bon, si je veux reprendre la même construction de phrase que lui, je pourrais dire que le problème de François Hollande, c'est le CICE. Le problème de François Hollande, c'est la loi travail ou la déchéance de nationalité. Bon, c'est compliqué d'avoir des leçons de la part de quelqu'un qui a été le fossoyeur de la gauche et qui est aujourd'hui une des causes, à mon sens, des problèmes que rencontre la gauche à se reconstruire pour dépasser ce quinquennat Hollande. Mais la candidature de Fabien Roussel, qui y va tout seul, ça prouve bien que Jean-Luc Mélenchon n'arrive pas forcément à faire l'union. Je pense, François Hollande a un peu raison. Toujours est-il qu'aujourd'hui, François Hollande se trompe en ne regardant pas la réalité en face. Jean-Luc Mélenchon reste le mieux placé. Les seuls indicateurs qu'on a jusqu'à l'heure actuelle, ils valent ce qu'ils valent, mais ce sont les sondages. Et dans tous les sondages, Jean-Luc Mélenchon arrive en tête à gauche. Après, moi, je vais vous le dire très franchement. Yannick Jadot a été placé en tête dans une enquête d'opinion. La majorité des enquêtes d'opinion montrent que Jean-Luc Mélenchon. Après, pour répondre sur le fond de votre question, moi, je me cache pas. On va pas gagner tout seul. On va pas gagner en se regardant le nombril en disant on est les plus beaux, les plus forts. Et comme je m'adresse aux communistes, je m'adresse aussi aux écologistes, à Benoît Hamon, avec qui je constate aussi que nous avons des convergences pour essayer de faire un bout de chemin ensemble. Je pense aussi à Sandrine Rousseau, à Europe Écologie Les Verts, avec qui nous partageons beaucoup de choses et avec qui, j'espère, nous allons pouvoir construire quelque chose. Mais au-delà de ça, vous savez, la gauche toute seule n'est pas suffisante. Ça, évidemment, c'est avant le premier tour, tout ça, puisque... Oui, avant le premier tour. Mais l'enjeu, c'est aussi de se battre contre ceux qui pensent que, de toute façon, tout ça ne va rien changer à leur vie du quotidien. Pour reprendre le slogan de 81, d'ailleurs, changer la vie ici et maintenant, c'est ça l'enjeu. C'est de se dire, OK, comment on sort de toutes ces tambouilles, comment on fait des vraies propositions concrètes. C'est ce qu'on essaie de faire en taxant les profiteurs de crise, en proposant le RSA pour les jeunes, en une revalorisation des aides à domicile. Bon programme pour participer à une primaire de la gauche? Une primaire, pour quoi faire? Pour désigner qui serait le candidat de la gauche unie. Mettons-nous... Comme ça, vous avez des chances d'être au deuxième tour. Comme en 2017 ? En 2017, il y a eu une primaire et comme ils n'étaient pas d'accord entre eux, à la fin, ils se sont divisés. Donc, faisons l'inverse, discutons du programme. Nous, on en met un sur la table, il s'appelle Avenir en commun. Et si nous trouvons des points d'accord, alors discutons d'avoir une candidature commune. Mais c'est quoi aujourd'hui le programme d'Europe Écologie Les Verts, du Parti Socialiste pour les élections présidentielles? Je ne le sais pas encore. Le jour où on l'aura, discutons-en sérieusement et de manière conséquente. Maintenant, on va passer à l'Europe, parce que hier, c'était la journée de l'Europe. Et tout à fait, on va écouter le président de la République, d'abord, avant de retrouver Anne Wetter-Tifrit à Strasbourg. La présidence tournante du Conseil de l'Union européenne reviendra à la France à partir du 1er janvier prochain et pour 6 mois. Emmanuel Macron peut-il profiter de cette présidence-là pour réformer les institutions? Une chose est sûre, lui, il y croit. Nous devons prendre un engagement collectif aujourd'hui. Dès mars 2022, quand la synthèse des contributions et des débats sera établie, nous, responsables politiques,
des différents États membres, du Parlement européen, de la Commission, devront en tenir compte pour réformer l'Europe. Et j'en prends l'engagement au nom de la présidence française du Conseil de l'Union européenne au premier semestre 2022. Allez, direction Bischofsheim, où nous attend Anne Vetter-Tifrit, c'est à côté de Strasbourg. Je ne sais pas si vous aimez l'Alsace, Manon Aubry, mais en tous les cas... On va au Parlement européen, en tout cas, c'est une très belle région. Absolument, et Anne Vetter-Tifrit vend des luminaires à Bischofsheim, un peu partout en Europe, où elle a des succursales. Et si je dis que vous êtes profondément europhile, Anne, eh bien je pense que vous ne me contredirez pas, c'est presque un euphémisme. Expliquez-nous pourquoi vous aimez à ce point l'Europe. J'aime l'Europe parce que d'une part, il y a une belle diversité de personnes et que cet échange et ces valeurs qui sont différentes nous permettent d'avancer et de progresser. Je pense que quand on est un peu trop nombriliste, on n'est pas vraiment meilleur et on tire vraiment l'énergie et les qualités de tout un chacun. Après, au quotidien, moi, pour mon entreprise, effectivement, le fait qu'il n'y ait plus de frontières en Europe, ce libre-échange, c'est quelque chose de formidable. Et je me verrais difficilement demain revenir au franc ou encore voir les frontières européennes se fermer. Quand vous entendez Emmanuel Macron, on vient de l'écouter ensemble à l'instant, qui défend l'Europe bien sûr, est-ce que vous dites qu'il va assez loin? Il veut que les gens, les Français, fassent des propositions. Quelles propositions feriez-vous au président de la République? Alors effectivement, moi pour ma part, je crois en une Europe encore plus forte. Je pense que l'Europe, si elle est unie, elle pourra enfin rivaliser avec les autres continents. Mais pour être unie, il faut avoir des valeurs communes, des lois communes, donc des charges sociales communes, des impôts communs et je dirais une équité pleine et entière. Alors évidemment, on ne peut pas arriver en une journée à ce résultat, mais j'aimerais bien qu'aujourd'hui, on mette en place une réelle convergence pour qu'on obtienne une unité européenne. Vous voulez presque un modèle américain adapté à l'Europe, des États-Unis d'Europe, c'est ça qui vous ferait plaisir, Anne? C'est presque ça. En revanche, aux États-Unis, chaque État est quand même très maître chez lui et peut prendre en tout cas des dispositions pour les lois, etc. Et j'aimerais vraiment une Europe réellement unie. Alors, Manon Aubry, vous avez écouté Anne, j'ai envie que vous discutiez, donc j'ai pas forcément de questions à vous poser. Vous l'avez entendu, qu'auriez-vous envie de lui dire? Adressez-vous à elle directement, c'est encore le plus simple. Bonjour Anne, et vous vivez dans une très belle région à laquelle on espère revenir bientôt au Parlement. Non, plus sérieusement, sur la question de l'image européenne qu'on a, moi aussi j'ai grandi avec l'idée que l'Europe ce serait cet espace de la coopération, de la solidarité, mais force est de constater qu'elle est devenue une Europe de la compétition, qu'elle s'est éloignée en fait du rêve qu'on nous a proposé. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe c'est du dumping social, c'est un écart de 1 à 6 de salaire minimum entre certains pays et d'autres pays en Europe de l'Est, et donc des délocalisations qui s'effectuent au sein de l'Union européenne. L'Union européenne, c'est la compétition en matière fiscale, avec en son sein l'Irlande, les Pays-Bas, par exemple, comme paradis fiscaux, ou le Luxembourg, qui font perdre beaucoup d'argent à leurs voisins. Et voilà ce qui est devenu l'Union européenne. C'est aussi, dans le cadre, par exemple, du plan de relance européen, des contreparties austéritaires comme la réforme de l'assurance chômage et la réforme des retraites. Emmanuel Macron... Voilà ce qu'elle est devenue, en fait, cette Union européenne dont vous parlez. Une vision peut-être un peu... Rien n'est faux dans ce que je vous ai dit. Non, mais il n'y a pas que ça non plus. C'est ce que veut mettre en avant Emmanuel Macron. Il a lancé la conférence de l'avenir sur l'Union. C'est un peu comme la Convention citoyenne sur le climat. Voilà, on va demander ce qu'il pense de l'Europe et on aura les résultats. On aura les résultats, voilà, au mois de mars, où la France va prendre la présidence de l'Union européenne à quelques semaines de l'élection présidentielle. Vous voyez, vous pensez qu'il manipule la question européenne aussi à des fins électorale, Emmanuel Macron? Clairement, c'est une immense opération d'instrumentalisation. Pour vous raconter ce que moi, en tant que présidente de groupe au Parlement européen, je suis toutes les négociations dans le cadre de la construction sur cette conférence sur l'avenir de l'Europe. On nous l'avait annoncé comme une forme de grande remise en question de l'Union européenne, de remise à plat des règles pour la reconstruire et la refonder ensemble. Sur le principe, on est plutôt pour, on se dit c'est l'occasion de dépasser les blocages à l'heure actuelle. C'est devenu une immense usine à gaz qui a mis plus d'1 an à se lancer juste parce que la Commission européenne et le Conseil ne se mettaient pas d'accord sur qui allait la présider. Et au final, c'est tellement une usine à gaz que cette forme de consultation des citoyens ne sera que symbolique, qu'ils n'auront aucune décision. Et c'est même pire que la Convention citoyenne pour le climat, où quand même il y avait un certain nombre de propositions qui sortaient avec un vote au mois de mars prochain. Peut-être un mot de Anne qui serait peut-être volontaire pour répondre à ces questions. Je suis absolument certain qu'Anne serait volontaire, mais j'ai surtout envie qu'elle réagisse à ce que vient de nous dire Manon Aubry. J'imagine que vous n'êtes pas d'accord avec Manon Aubry, Anne Vetter-Tifrit. Alors à moitié, en fait. Justement, moi, ce que je veux dire, c'est que
elle critique exactement les mêmes choses qu'aujourd'hui je conteste en Europe, à savoir qu'il n'y a pas une égalité dans les revenus, dans les lois, dans les impôts. Donc moi, je n'attends que des gens comme elle, par exemple, elles prennent aussi la parole dans des institutions et quand elle a la parole pour faire converger ces choses. En revanche, critiquer tout le temps les gens qui sont en place et qui essayent de faire des choses en disant que de toute façon, ce qu'ils font, c'est pas bien, je peux pas être d'accord. Alors, je suis pas une macroniste, mais en revanche, ce que j'aime beaucoup, c'est que des gens essayent justement de regrouper et de faire une Europe forte. Et c'est cette Europe forte qui peut nous faire avancer. Manon Aubry vous répond très rapidement. Très rapidement, vous serez ravis d'entendre, et je vous invite à aller entendre mes interventions au Parlement européen, où justement on porte des propositions dans ce sens. Je vous en donne des exemples très courts. Un salaire minimum à 75% du salaire médian. Voici une proposition qu'on porte. Et on porte aussi l'idée d'une harmonisation fiscale qui permette de couper l'herbe sous le pied aux paradis fiscaux européens. Merci Manon Voilà Aubry. des propositions qui, j'espère, pourront vous satisfaire. Emmanuel Macron fait aussi des propositions pas tout à fait les mêmes sur un salaire minimum, même dit que ça peut varier selon les pays. Merci beaucoup Adrien, merci beaucoup Anne. Au revoir. Au revoir Anne, à bientôt. Merci Daïk, merci Manon Aubry. Maintenant, on passe au débat face à Mathieu Den, un débat sur évidemment la levée des brevets sur les vaccins. Ça a été évoqué par Emmanuel Macron, c'était la semaine dernière quand il visitait le vaccinodrome de la Porte de Versailles. On écoute le président de la République. Je suis tout à fait favorable à ce qu'il y ait en effet cette ouverture de la propriété intellectuelle. Vous m'avez entendu le dire il y a un an, ce qui rend difficile l'accès au vaccin. Ce sera à un moment donné le prix et l'accès à la propriété intellectuelle. C'est aujourd'hui le transfert de technologie et la capacité à produire. Vous pouvez transférer la propriété intellectuelle à des fabricants pharmaceutiques en Afrique. Ils n'ont pas de plateforme pour produire de l'ARN messager. Mathieu Den nous a rejoint. Bonjour monsieur, vous êtes avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle et donc la propriété des vaccins. Il y a une question morale. Est-ce que quelqu'un, une entreprise ou quelqu'un de privé peut avoir la propriété de quelque chose qui va sauver l'humanité? Vous êtes un peu grandiloquent, mais l'autre question morale, c'est est-ce que quelqu'un qui a travaillé, qui a trouvé des choses, est-ce qu'il peut être dépossédé comme ça de ses efforts et des risques qu'il a pris? Monsieur Den, est-ce que c'est une fausse bonne idée finalement, cette idée de lever les brevets sur les vaccins? Parce que finalement, il n'y a plus de recherche privée. Si une fois qu'on a trouvé quelque chose, on n'en tire pas les bénéfices. Effectivement, c'est une fausse bonne idée parce qu'elle est dangereuse et parce que surtout elle méconnaît la réalité, c'est-à-dire à la fois la fonction du droit des brevets et également le système du droit des brevets. Alors quand on parle de la fonction du droit des brevets ou des brevets, les brevets constituent une exclusivité temporaire d'exploitation sur une invention qui récompense des efforts de recherche. Or, si on lève les brevets, il n'y aura plus cette récompense à la recherche et donc les investissements privés qui vont avec. Manon Aubry, vous êtes conscient de ce risque-là quand vous demandez au Parlement européen ou dans les médias la levée de ces brevets? Plusieurs éléments de réponse. D'abord, on l'oublie et on le dit assez peu. Dans la recherche, il y a aussi une grande partie qui est de la recherche publique. L'université d'Oxford, par exemple, a largement contribué aux découvertes scientifiques qui ont permis aussi de développer ce vaccin. Et puis, je comprends ce que vous dites d'un point de vue du droit commercial, mais je voudrais poser une question essentielle. Est-ce qu'on pense qu'un brevet, je sais pas, sur un téléphone est la même chose qu'un brevet sur un vaccin qui permet de sortir l'humanité de la détresse sociale et sanitaire dans laquelle nous nous trouvons? Il y a eu plus de 3 millions de morts à travers le monde. Nous venons de vivre un an confiné. Est-ce que vous pensez vraiment que la question des profits doit prévaloir sur celle de la santé? Monsieur va répondre. Déjà cette question. Après, vous ferez déjà. Est-ce que c'est envisageable de garder ça pour soi quand en effet ça peut sauver le monde? Je pense qu'il y a deux aspects qui sont très importants. Déjà, vous parlez de brevets sur les vaccins. Il faut savoir que les brevets sur les vaccins, ça n'existe pas à l'heure qu'il est. Les brevets dont on parle aujourd'hui, ce sont des brevets qui portent sur les procédés de fabrication. Donc ça, c'est quand même le premier aspect. Ensuite, vous parlez des investissements privés. Très bien. Les investissements privés, vous oubliez comme l'importance des investissements privés. Pardon, vous parlez des investissements publics, mais vous oubliez l'importance des investissements privés. Mais surtout, ce que vous oubliez, c'est que vu que vous parlez de brevets sur les vaccins qui n'existent pas, vous oubliez que les brevets dont vous parlez sur les procédés de fabrication, les brevets sur les processus de fabrication. Oui, mais ces brevets-là sont antérieurs à la pandémie. C'est ceux sur les ARN messagers. Notamment ARN messagers, nanoparticules de lipides, ADN recombinant. En l'occurrence, le laboratoire Teva a déjà dit qu'il serait en capacité de produire des vaccins
ARN messager. Ce qui lui manque, c'est en effet la levée des brevets et la recette de fabrication. Et par ailleurs, sur la question de la rémunération, on a des laboratoires comme Pfizer qui ont déjà fait 30% de marge. Il y a un deuxième série de contrats qui est en train d'être signé avec par l'Union européenne. C'est pas normal qu'ils fassent de la marge, puisque c'est eux qui ont trouvé ce brevet. Ils ont pris des risques, ils auraient pu ne pas le faire. Sauf qu'il s'agit ici de la vie de millions de gens qui est en jeu. Je veux dire, l'épidémie est en train de prendre un tournant dramatique en Inde, et parce qu'on se pose la question de est-ce qu'ils vont verser encore plus de dividendes, sachant que les plus gros laboratoires, c'est plus de 20 milliards de dividendes à leurs actionnaires l'an dernier. Est-ce que c'est cette question qui doit prévaloir quand il y a des vies qui sont en jeu? Je pense qu'il faut avoir le débat au niveau politique à ce stade. Et d'ailleurs, je constate que c'est pas seulement nous qui le demandons, même si on le demande depuis longtemps. Il y a aussi l'Organisation mondiale de la santé, toute une série de prix Nobel, d'ONG et une centaine d'États à travers le monde qui le demandent. Voilà, mais si on lève les brevets, ça a des conséquences économiques, évidemment, pour les groupes pharmaceutiques aussi. Ce qui est triste dans votre discours, c'est que vous méconnaissez très clairement, encore une fois, la réalité. J'aurais pas la même forme de condescendance à votre égard, donc s'il vous plaît. C'est pas la condescendance. C'est triste parce que vous évoquez la levée des brevets, vous évoquez pas donc les bons brevets déjà, enfin les brevets qui sont concernés. Et ensuite, on parle de la recette de fabrication du procédé de fabrication. Vous évoquez la possibilité d'accéder aux brevets, mais cette possibilité, elle est prévue par notre droit. Il existe la licence d'office. Et d'ailleurs, votre groupe, donc la France Insoumise à l'Assemblée nationale, le 7 avril 2020, a déposé une proposition de loi pour faciliter la licence d'office. C'est quoi la licence d'office en 3 mots? La licence d'office, c'est ce qui permet, selon les textes français et le droit international, d'accéder plus facilement au brevet. C'est ce qui permet à l'État de donner accès au brevet plus facilement. Alors pourquoi cette procédure, vous ne voulez pas la mettre en œuvre? Pourquoi? Je peux répondre? Alors pourquoi? Donc les licences d'office, la différence, c'est que c'est négocié État par État avec les laboratoires. Et là, c'est encore du temps que l'on perd. Comme d'ailleurs, on a perdu 1 an à discuter de tout ça, alors que si on avait décidé dès le départ que, au moment où d'ailleurs la Commission européenne donnait de l'argent public, donc du contribuable, pour acheter ces vaccins, que la contrepartie, c'est que ces recettes de fabrication soient dans le domaine public pour qu'ils soient produits en grande quantité et qu'un maximum de personnes puissent être vaccinées, parce que c'est là l'enjeu dont on parle. Franchement, les questions de droit de la propriété, de droit des entreprises sont bien éloignées de la réalité des gens, quand l'enjeu c'est de se dire ok, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de vacciner tout le monde entier? C'est parce que des laboratoires ont le monopole sur la production de ces vaccins. Je suis content que vous parliez de cette réalité quand même, parce que effectivement la licence d'office, ce que vous émettez de dire, c'est que la licence d'office permet un équilibre. Pour qu'on comprenne, l'État achète... Pourquoi les États n'ont pas fait? L'État dédommage quand même la société à qui demande de donner la licence d'office à tout le monde. Voilà, donc il y a un dédommagement financier. Il y a un dédommagement, mais surtout il y a des redevances qui seront proportionnelles à l'exploitation de l'invention. Alors moi, ce que je comprends pas, c'est que cette licence d'office, elle permet d'arriver à une forme d'équilibre. Elle est prévue par les textes, elle est conforme au droit international, puisqu'aujourd'hui la levée des brevets n'est pas conforme au droit international, et vous en voulez pas. Il y a des exceptions, non, c'est faux. Sur le droit international, l'exception, c'est la licence d'office. Non, mais je peux pas. Est-ce que c'est pas l'exception, c'est la licence d'office? Je peux pas laisser dire les sociétés pharmaceutiques gagnent quand même de l'argent, et les pays peuvent avoir accès aux formules. Alors d'abord, les sociétés pharmaceutiques ont largement gagné de l'argent, puisqu'elles ont déjà vendu pour des milliards et des milliards d'euros de vaccins. Elles ont versé des dividendes astronomiques. Le PDG du laboratoire Moderna vient de faire son entrée dans le palmarès des milliardaires. Et oui, il y a des gens qui ont fait du profit sur la pandémie. Donc on peut penser qu'ils ont fait suffisamment de profit. Deuxièmement, quand on voit que, par exemple, Pfizer a commencé à vendre ses doses à 12 €, les contrats suivants à 19 €, et maintenant c'est autour de 50 à 100 €, et dans un contexte où on se bat encore avec la Commission européenne pour avoir accès à ces contrats. Et quand c'est payé avec de l'argent public, oui, nous avons un droit de regard, et oui, nous avons droit à en faire des biens publics mondiaux. Et d'ailleurs, ça a été fait dans le passé avec d'autres procédés, d'autres vaccins et d'autres médicaments. Et je pense que si ça a été fait dans le passé, quand il y a une urgence aussi importante que celle-là, ça peut être de nouveau fait. Monsieur Den, est-ce qu'il n'y a pas un compromis aussi encore à trouver sur la durée d'exploitation? Peut-être encore 6 mois. Est-ce que Pfizer vend trop cher? Vous n'êtes pas l'avocat de Pfizer, donc vous n'allez pas répondre, mais... Non, mais bien sûr qu'il y a un compromis à trouver, mais ce compromis est prévu par les textes. Encore une fois, cette licence d'office permet d'arriver à un compromis entre les investissements dans la recherche d'un côté, et puis de l'autre côté, avec l'intérêt de la santé publique. Et ça, vous l'oubliez de manière assez importante. C'est-à-dire que si demain, on enlève complètement les brevets, avec la levée des brevets, on n'aura plus cette récompense des investissements privés et plus d'investissements dans la recherche. Le temps que ça va prendre à négocier laboratoire par laboratoire, vous allez laisser mourir des centaines de milliers de gens supplémentaires.